Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Et si vous pouviez être téléporté, vous déplacer sans contrainte de temps ni d'horaire, ça peut faire rêver par les temps qui courent. C'est l'objet de la nouvelle BD de notre invité Dominique Latil et de Romain Sordet qui sort aujourd'hui même, Téléportation Inc. Bonjour Dominique Latil, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Magnifique partage d'écran de notre réalisateur Anthony Forgnon et on découvre la couverture de cette BD Téléportation Inc. que vous allez nous présenter dans une poignée de secondes. Je vous présente de mon côté les deux chroniqueuses qui sont présentes chaque mercredi dans cette émission, Marie-Blanche Cordoue, qui a également décidé aujourd'hui de nous faire voyager dans le temps avec sa sélection littéraire. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Et oui, à défaut de voyager dans l'espace, on va faire un très grand voyage dans le temps depuis la préhistoire jusqu'en 2036. Bon, parfait, un large éventail, comme ça, spatio-temporel. Et puis, même si l'on est privé depuis peu de déplacements au-delà des 10 km autorisés, Aurélie Reich va nous offrir une bouffée d'oxygène, direction les Basses-Alpes, à la découverte de magnifiques champs de tulipes. Bonjour Aurélie. Bonjour, écoutez, moi je viens avec mes fleurs sur ce plateau pour vous emmener au pays des couleurs, à Fort-Calquier. Génial, des petits airs de Pays-Bas. On verra ça dans quelques minutes avec vous. Mais on va démarrer avec donc Dominique Latil qu'on a découvert tout à l'heure. Alors, la téléportation, un fantasme universel et intemporel. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie d'explorer cette thématique dans cette nouvelle BD, Dominique ? Oui, parce que je crois qu'on a tous eu au moins une fois l'idée de se dire que ce serait vraiment bien que la téléportation ait été inventée, que ce soit pour partir un petit week-end, pour rentrer à la maison un soir où on est très fatigué et que le voyage de retour nous semble difficile, ou juste pour une soirée pour aller voir un concert à l'autre bout du monde. Et on a tous eu cette idée-là, je pense, un jour ou l'autre, en se disant « Ah, quand même, ce serait bien ». Ah oui. Et voilà. Mais en y réfléchissant, la science, c'est pas de la magie, et donc il y a forcément des contraintes techniques et logistiques qui rentreraient en jeu pour éviter que ce soit le chaos absolu. Et je me suis dit, quelles pourraient être ces contraintes? Et du coup, quelles seraient les organisations mises en place pour essayer de gérer un peu tout ça? Et c'est de cette idée-là que je suis parti. Des contraintes, il y en aurait certainement, effectivement. C'est ce que vous abordez aussi dans votre BD. Mais cette idée justement de téléportation comme ça, ce côté pratique, cette immédiateté, ça résonne de manière particulière à l'époque où nous vivons. Et justement, nous sommes privés de liberté. Est-ce que vous l'avez écrite, cette BD, pendant le premier confinement, par exemple, ou pas du tout ? Alors non, c'est une idée que j'avais eue depuis quelques années, et que j'ai travaillé petit à petit, et c'est vrai que elle aboutit dans cette période-là, mais c'est purement un hasard. D'accord, oui, ça aurait pu, ça aurait pu vous inspirer justement, ces envies d'évasion. Oui, mais on a commencé à préparer la BD vraiment au niveau de la réalisation concrète en 2019. On était encore loin de s'imaginer ce qui allait nous arriver en 2020. Absolument. Mais du coup, c'est intéressant de la lire aujourd'hui, puisque je pense que pas mal de nos téléspectateurs auraient ce petit fantasme de pouvoir changer de lieu en un claquement de doigts. Donc, moi, je trouve qu'elle sort à point nommé, cette BD. Elle sort aujourd'hui même, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon timing. Voilà, oui, bon timing, mais un timing qu'on n'a pas voulu non plus, puisque en fait, elle devait sortir en mai 2020. D'accord, ah bah oui. Là, elle a un an de retard. À l'origine. Ouais. Donc, malheureusement, c'est comme ça. En mai 2020, les librairies, c'était pas très disponible. Absolument. Donc, elle a été repoussée pour finalement sortir maintenant, ce qui est quand même aussi finalement pas forcément une mauvaise chose, parce qu'effectivement, dans la période actuelle, elle est peut-être un peu plus encore d'actualité. Alors, avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de la BD, moi j'aimerais demander aux filles, à Marie-Blanche et à Aurélie, si elles pouvaient être téléportées, là, maintenant, en un claquement de doigts. Où iriez-vous, Marie-Blanche ?
Oula, ben alors, sur une belle île déserte, avec du sable fin, à me baigner, j'en ai envie, ouais, ce serait partant pour ça. Aurélie, vous qui êtes vraiment fan de voyage, hein, puisque c'est votre métier de voyager en principe tout au long de l'année et de ramener de beaux reportages, vous iriez où? Moi, je serais assez tentée par les Açores en ce moment. Bon. Et vous, Dominique? Oh là, c'est une bonne question. Mais c'est le problème finalement. Vous voyez, tout le monde pense à aller quelque part dans un endroit un peu paradisiaque, où il fait beau, où il fait chaud, éventuellement où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est le problème, c'est que tout le monde irait. Et du coup, on se retrouverait avec plein de monde. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, vous nous avez pas dit. C'est justement le propos de la BD, c'est que tout le monde voudrait aller au même endroit. Au même moment. Et il y a des endroits où personne ne voudrait aller. Et donc, il faudrait forcément organiser tout ça. Donc moi, en ce moment, ce serait plutôt la campagne. Bon. Une belle campagne, un joli cadre bucolique. Une belle campagne, exactement. Très bien. Alors, comme vous le soulignez tout à l'heure, tout n'est pas rose non plus. Hein, dans cette BD, on ne se téléporte pas non plus à loisir et sans interdiction aucune, puisqu'il y a une brigade qui est chargée de traquer les fraudeurs, puisqu'il y a des gens qui voudraient justement fuir leur ville, qui auraient commis peut-être quelques méfaits. Donc, comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu dans ce monde-là. Quelques méfaits ou pas forcément. Hein. D'ailleurs, c'est encore un peu d'actualité quand on voit qu'on nous dit qu'on va être confiné et que certaines personnes se disent je vais en profiter pour aller me confiner ailleurs. Oui. Donc, il y a des gens qui voient toujours dans l'idée que, ma foi, ce serait mieux d'être au soleil et avec un beau paysage et dans un endroit tranquille. Ouais. Mais en partant du principe que la science a certaines limites, et notamment la principale que j'utilise dans l'album, qui est la conservation de la matière, il faudrait pour se téléporter, il faudrait qu'il y ait un échange de matière et d'énergie afin de ne pas déséquilibrer le système. On ne peut pas juste téléporter quelque chose ailleurs sans qu'il y ait un retour pour équilibrer le système. Un retour de bâton, finalement, parfois. Exactement. Ouais. Donc, du coup, vos personnages peuvent voyager dans différentes planètes? Ils ne sont pas limités à notre seule planète. Forcément, si on invente la téléportation, les distances et le temps n'ont plus vraiment d'importance. Et c'est là qu'on peut effectivement maintenant aller... là, on pourra aller sur Mars en une seconde. Ah ben oui, là c'est le rêve de certains, bien sûr. Donc la téléportation ouvre aussi la possibilité d'aller voyager partout dans l'univers et donc éventuellement de rencontrer d'autres espèces, parce que une fois qu'on peut explorer tout l'univers, on peut bien se dire on n'est peut-être pas tout à fait tout seul. Et le principe est donc que certaines personnes vont aller dans des endroits où ils veulent soit disparaître parce qu'effectivement ils veulent échapper à certaines contraintes chez eux, soit tout simplement rester parce que c'est bien mieux là où ils sont que là où ils étaient. Ah ben bien sûr, là c'est des personnes qui se satisfont de leur vie. La science-fiction, Dominique Latil, c'est un genre qui stimule facilement l'imagination, hein, justement, et qui laisse la porte ouverte à tous les possibles. Ah oui, c'est un grand rêve de toute façon depuis toujours, puisque on a toujours essayé de créer et d'inventer des techniques pour nous permettre de faire plus ou mieux. Et c'est ce rêve-là aussi qui est profondément ancré et qui offre des possibilités a priori infinies. Bien sûr. Après, on revient sur l'idée que la science, ce n'est pas de la magie et que donc il y a quand même des contraintes. Mais pour autant, on essaie de s'en affranchir. Et est-ce que vous pensez que, d'un point de vue scientifique, un jour l'homme pourra être téléporté? Est-ce que ça vous semble envisageable? Envisageable. Le principe de la science, c'est que tout est
tout est envisageable à peu près, parce qu'on découvre régulièrement quand même de nouvelles choses. Maintenant, ça me semble quand même très très lointain. Oui, ça semble un petit peu compliqué là, dans l'immédiat. Alors parlez-nous de Romain Sordet qui a réalisé les dessins de cette BD. Vous avez pour habitude de travailler ensemble ou c'est la première fois? Alors non, c'est la première fois que nous travaillons ensemble. En fait, Romain va envoyer un dossier à la maison d'édition Draco pour proposer ses services en tant que dessinateur, parce qu'il avait envie de se lancer dans cette grande aventure. Et l'éditeur a trouvé son dossier très intéressant, et comme il savait par ailleurs que moi j'avais cette idée-là dans mes tiroirs et qui ne demandait qu'à être réalisée, il nous a mis en contact tous les deux, et nous avons donc commencé à travailler sur le projet. On fait très bien entendu, il a aimé le scénario, j'ai aimé les dessins, et on est parti pour cette aventure de 2 albums, donc, dont le premier sort aujourd'hui. D'accord, donc c'est ce que j'allais vous demander, vous envisagez une suite, hein? Alors le 2e album sortira en août. Bon, très bien, donc on aura, et puis j'imagine qu'il peut y en avoir plein d'autres en fait. C'est l'avantage effectivement d'avoir été repoussé, d'avoir repoussé la sortie du premier, fait que Romain a pu travailler sur le 2e pendant ce temps-là, et qui vont sortir de manière rapprochée. Et effectivement, si ça plaît à suffisamment de monde, on fera partant pour de nouvelles aventures avec nos héros dans le monde de la téléportation. Ah oui, j'imagine que là, je vous dis, hein, en ce moment, vraiment, c'est un thème qui peut intéresser tout le monde et ça peut laisser libre cours à votre imagination pendant encore de nombreux tomes. Mais écoutez, merci pour ce voyage dans le temps. Dominique Latil, vous restez avec nous. Donc, Téléportation Inc., dont vous voyez cette belle couverture, sort aujourd'hui même aux éditions Bambou. Et puis, Marie-Blanche Cordoue, elle aussi, avait envie d'évasion cette semaine. Elle avait envie de nous proposer un voyage dans le temps en feuilletant de beaux ouvrages. Oui, tout à fait, Alexandra. Alors, je vais vous emmener dans les grottes. Hein. Pour une fois, c'est pas Aurélie qui nous fait visiter des grottes, mais c'est moi qui vous emmène avec les livres dans les grottes préhistoriques, avec un premier livre qui s'appelle Le chant du bison de Antonio Pérez Henares, qui était un auteur espagnol, et c'est aux éditions Hervé Chopin, donc il a été traduit en France par les éditions Hervé Chopin. Alors, il faut savoir que cet auteur est un journaliste et que c'est pas la première fois qu'il écrit sur la préhistoire. Il a rencontré un grand succès avec une trilogie qui se déroule aussi dans les temps préhistoriques. D'accord. Alors, cette histoire, le chant du bison, on se retrouve en Cantabrie. Alors, la Cantabrie, c'est une région au nord de l'Espagne, un site préhistorique, justement, hein, qui se trouve au bord de mer dans le golfe de Gascogne, pas très loin de la frontière, finalement. Et donc, l'histoire se passe il y a 30 000 ans, au moment où il y a l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal qui s'affrontent. Parce qu'il faut savoir que la question subsiste, pourquoi les hommes de Néandertal ont-ils disparu? Alors, on peut trouver les réponses à l'intérieur de ce livre, Le chant du bison, qui est une fiction complète où on suit des personnages, notamment Shah-Huan, qui est de la tribu des Homo sapiens, qui va suivre un personnage, le errant, et qui va l'amener dans des péripéties à la rencontre de la vallée des hommes où il y a les Néandertaliens. Et voilà, on va suivre toutes ces aventures-là qui sont très intéressantes. Ah oui, ça doit être passionnant. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je ne vous interromps pas. Je bois vos paroles, Marie-Blanche. Et puis, je sais que souvent, la connexion est délicate. Alors, je vous laisse parler. Juste, j'allais vous dire que ce livre doit être bien documenté puisqu'il a l'air assez épais. Hein. Combien de pages ? Alors, oui, justement, il y a de la documentation, vous faites bien de le préciser, scientifique, géologique, qui, comme ça, apporte à la fiction. Parce qu'il faut savoir que c'est une fiction, bien évidemment, mais tous ces documents qu'il ajoute se superposent à la fiction et c'est très intéressant. Ça se lit très facilement malgré l'épaisseur, effectivement. C'est très agréable et on est vraiment immergé dans cette ambiance il y a 30 000 ans, avec ces hommes préhistoriques, ces cultes, on va dire ces coutumes que l'on découvre, qui des fois, hein, quand même,
sont un peu imprégnées des nôtres. Alors, je mets un petit bémol, hein, mais on se plonge facilement dans ce recueil. Le chant du bison, aux éditions Hervé Chopin de Antonio Pérez Henares. Voilà. Bon, super, passionnant ce premier livre, donc sur nos origines, hein, puisque c'est de Tout à ça fait. qu'il Alors, on s'agit. va faire un immense bond cette fois. Et on se retrouve dans le futur en 2036. Ah, ça va plaire à Avec notre invité Dominique Latil, ça tient. Dominique, science-fiction. Voilà, comme quoi on peut se téléporter par les livres. Hein. Il suffit juste de les lire et de s'imaginer être dans cette période-là. Donc, avec le dernier roman de Marino Santi, Au-delà des collines, aux éditions IS Éditions. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors, c'est vrai que c'est difficile à lire actuellement parce qu'on part d'un sujet délicat qui est un virus encore plus contagieux que ce que l'on peut imaginer du Covid-19, du Ebola, etc., qui a créé une pandémie mondiale catastrophique et donc on est dans une situation apocalyptique où il y a des survivants qui essaient de survivre malgré tout après cette épidémie. Alors, on est aux États-Unis. On suit le personnage de Marie, qui est une jeune femme rescapée et qui va vivre des aventures, qui va essayer de rejoindre le Dakota, pardon, je dis pas de bêtises, oui, l'ouest des États-Unis, et qui va rencontrer des multiples péripéties pour essayer de survivre. On est un peu dans une ambiance du Far West que l'on retrouverait en 2036, post-apocalyptique. Voilà. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout anxiogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vraiment un peu de science-fiction, d'aventure, avec toutes les péripéties que peut rencontrer cette jeune femme. On oublie vite qu'à la base, c'est une pandémie, et on suit les aventures du personnage, qui est vraiment très, très intéressant, qui sont vraiment très intéressantes, pardon. Et alors, Marino Santi, je voulais dire quelques mots concernant cette auteure. Elle est de notre région, elle est de Cavaillon. J'étais venue vous présenter un roman de cette jeune écrivaine. Et puis, il faut savoir qu'elle a écrit ce livre il y a 10 ans. Donc en fait, ce n'est pas du tout le Covid qui l'a inspiré. Voilà. Et elle l'a ressorti début 2020, avant même la pandémie. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est un heureux hasard. Et puis, voilà, tout à fait, c'est un hasard. Elle est passionnée de Jules Verne, de Stephen King. On retrouve un peu ces univers-là mêlés dans la science-fiction. Et de Jack London. Alors pourquoi je vous parle de Jack London? Parce que j'enchaîne, figurez-vous, avec mon livre papillon de la semaine. Le petit livre de poche. Voilà, mon petit livre de poche qui s'appelle Martin Eden de Jack London, donc qui est un classique, puisque là, cette fois-ci, on se retrouve au début du 20e, dans les années, tout début de l'année 1900. Et on va suivre, parce que Jack London est surtout connu pour son célèbre Cro-Blanc, qui est un livre jeunesse. Eh bien, il faut savoir que moi, j'ai découvert ce livre et j'ai adoré. Alors, on va dire quand même que dans la préface, il y a une préface très intéressante qui souligne les similitudes entre la vie de Jack London et du héros qui s'appelle Martin Eden. Il y a énormément d'éléments autobiographiques, sauf la fin, et heureusement, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme marin qui est plutôt pauvre et qui est invité par un ami dans une famille très bourgeoise de San Francisco. Et il va découvrir la bourgeoisie et tomber amoureux donc de la sœur de son ami, Ruth, qui est une bourgeoise très cultivée, qui fait des études. Et lui, bien pour la conquérir et pour mériter son amour, il se met en demeure d'étudier et de devenir écrivain. Ah, pour être à la hauteur, d'une certaine manière. Voilà. Et nous suivons ce parcours. Il a une passion dévorante qui va l'animer toute sa vie pour réussir à devenir écrivain. C'est vraiment un très beau livre parce qu'il va il va passer à côté de sa vie pour essayer de réaliser sa passion. C'est vraiment très beau, avec une plume majestueuse de Jack London. Je me suis régalée, j'ai fermé le livre avec beaucoup de tristesse parce qu'il y a une fin bouleversante. Mais c'est un très beau livre à découvrir. Voilà. Merci Marie-Blanche, merci pour cette sélection. Dominique, lequel des trois vous choisiriez? Peut-être le premier, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins traité, et qui effectivement doit être passionnant de savoir effectivement comment l'homme de Néandertal et l'homo sapiens ont pu cohabiter, ou comment l'un a pris le pas sur l'autre.
Et en plus, c'est une époque qui est sans doute moins bien connue. Et si c'est bien documenté, ça doit être passionnant de se replonger dans cette histoire-là. Ça doit être passionnant. Merci pour votre avis. Merci Marie-Blanche pour cette chronique. Alors vous l'avez vu, depuis quelques jours, un petit vent nordique souffle sur la Provence et les Basses-Alpes ressemblent à la campagne hollandaise. Alors non pas pour le froid et le vent qu'on ressent depuis quelques jours, mais pour ces beaux champs de tulipes, Aurélie. Mais c'est ça, écoutez, si proche de nous, pourquoi s'en priver, hein? On a des dizaines de milliers de tulipes qui se déroulent leur tapis de couleurs du côté de Fort-Calquier, dans un petit triangle entre Lurs, Brianne et Fort-Calquier. Ouais. Alors, c'est vraiment un éblouissement, un plaisir des yeux. On va là-bas et on voit ces dégradés de couleurs qui s'étalent jusqu'à l'infini. Et c'est très intéressant parce que, outre évidemment les paysages somptueux, on voit là toute une industrie qui se passe derrière parce que les agriculteurs, les pépiniéristes de la région travaillent en collaboration avec les Hollandais. La teneur de ça, en fait, c'est de faire grossir. Ils reçoivent des bulbes de Hollande. Et ils se proposent en fait de les faire grossir, ils les font fleurir, ils ramassent les fleurs, mais en fait c'était pour faire épanouir le bulbe, le faire grossir, et soit continuer à l'exploiter par la suite, soit le renvoyer là-bas pour que les Hollandais puissent bénéficier de fleurs qui sont également précoces. Parce qu'on a plusieurs saisons, parce qu'on se dit, mais là on voit les champs de tulipes, mais en fait les tulipes on les a toute l'année. Mais on ignorait ça. Moi, j'ignorais totalement que dans les Basses-Alpes, on cultivait des tulipes. Et en plus, quand je vous ai parlé de la Hollande tout à l'heure, j'ignorais encore plus que ces agriculteurs, ces horticulteurs, provençaux, cultivent pour les Pays-Bas directement. Ça fait longtemps que ça dure, cet échange-là Ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps parce qu'en fait, la tulipe, à l'origine, elle pousse dans les petites collines, les petites montagnes méditerranéennes. C'est un climat qui est bon. Et puis, en fait, ça remonte à pas mal d'années. C'est un sultan turc qui, voyant ça, s'était dit moi, je vais en faire don lors de mes voyages pour pouvoir avoir de bonnes relations avec mes homologues. Donc, il s'était approché des Autrichiens qui n'avaient pas trouvé la fleur extraordinaire. Alors, il s'est tourné vers les Hollandais qui, eux, avaient trouvé ça vraiment très, très beau. Et c'est comme ça que la Hollande est devenue spécialiste de ces fleurs qui, pourtant, poussaient dans notre région. Et puis donc, par la suite, il y a eu cet échange en disant, mais regardez, puisque votre terre, elle semble assez bonne, assez fertile pour ça, on va vous envoyer des bulbes et puis vous allez nous les faire grossir et on va pouvoir continuer à développer cette culture de tulipes. C'est incroyable, c'est magnifique. Alors, combien de temps dure la floraison des tulipes? Parce que là, en ce moment, malheureusement, on ne peut pas aller les admirer. Mais peut-être que pour les personnes qui habitent dans un rayon de 10 km des 3 villages que vous nous avez cités, peuvent, elles, se déplacer. Combien de temps ça dure? Oui, alors, la floraison en tant que telle, c'est assez rapide, bien sûr. C'est 5 jours, mais il y a un roulement. Donc, je dirais que sur peut-être 3 semaines, on a des chances de voir ces belles couleurs entre avril et mai. Et là encore, ça a commencé un peu plus tôt. Ça a commencé fin mars là-dessus. Et ce que je disais, parce que je trouvais ça très intéressant, puisqu'on disait, mais en fait, les tulipes, on en trouve toute l'année. Oui. Et donc, on nous disait qu'ils commencent déjà à planter des bulbes en août. Ils récoltent ces pousses en décembre. Ils les mettent dans un frigidaire parce que les fleurs, en fait, elles ont besoin de savoir que c'est la fin de l'hiver pour pouvoir éclore. Et donc après, ils les mettent en serre et c'est comme ça qu'on a des fleurs quasiment toute l'année, avec évidemment un épanouissement total en ce moment. Ah oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas du tout le même climat qu'aux Pays-Bas, où poussent allègrement toutes ces tulipes et qu'elles poussent tout aussi bien ici. Peut-être que les variétés sont différentes. Je ne sais pas si on vous a renseigné là-dessus, Aurélie. Alors, il y a beaucoup de variétés. Ils travaillent parce que c'est un marché qui est très compétitif. Alors, il faut évidemment qu'ils soient créatifs et qu'ils travaillent le bulbe. Si le bulbe est un peu faible, on lui injecte un petit produit pour que il se transforme un petit peu, il s'adapte. Mais n'oublions pas que la région est proche de montagnes. Donc, on a toujours un climat qui est assez propice finalement à ça. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment très beau, magnifique photo.
Et vous avez pu bien en profiter le week-end dernier avant que la vis soit serrée. Bon, en tout cas, bravo. Et puis, donc, du côté de Fort-Calquier, dans les Basses-Alpes. Merci beaucoup, Aurélie, pour cette jolie balade bucolique. Merci à notre invité Dominique Latil. Je rappelle que la BD Téléportation Inc. sort aujourd'hui même. Bonne continuation, Dominique. Et puis oui, on a vu une chaise vide parce que oui, on fait cette émission à distance pour respecter les mesures sanitaires. Mais donc, on essaie de la faire au mieux, même si ce n'est pas toujours très simple. Merci Marie-Blanche. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. Demain, nous vous présenterons un restaurant solidaire qui, on l'espère, pourra ouvrir prochainement ses portes à Marseille. Les astuces de Catherine Fructus qui s'occupera de vos cheveux et qui nous expliquera notamment comment lutter contre les pellicules. Et les bons plans de Marianne Morizot, comme chaque jeudi. Voilà, merci de nous avoir suivis. À demain, fidèle au poste. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.